Hello ho. Je vous avais manqué? Ne répondez pas à cette question. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes séries 2021, donc les séries qui m'ont marqué, les coups de cœur, les séries sympatoches, les déceptions, et ça va être très court. Au niveau coup de cœur, il n'y en a qu'une qui vraiment surclasse toutes les autres. Il s'agit d'Arcane, une série d'animation incroyable. Il n'y a aucun gros défaut. C'est simple, de A à Z. Tout est réussi, tout est abouti, qu'il s'agisse du character design, le character building, la bande originale, les protagonistes, leur aura, leur charisme, les arcs narratifs, les cliffhangers, la dramaturgie, c'est assez ébouriffant. Pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à ce qu'une série soit aussi complète et me transporte dans un univers à la fois magique et néo-punk de manière aussi spectaculaire. On s'attache aux personnages, on comprend leurs ambivalences, le manichéisme est parsemé de nuances de gris, c'est tout simplement fou. Le seul gros défaut en soi, c'est le cliffhanger de fin qui... Il est tellement réussi que c'en est extrêmement frustrant. Après, je ne dis pas que vous allez forcément adorer Arcane. J'ai parlé avec une personne qui n'avait pas accroché, donc évidemment c'est possible. N'importe quelle œuvre, même les œuvres unanimement plébiscitées, il y aura toujours des personnes qui n'aimeront pas parce que ça n'entre pas en accord avec leurs attentes, leurs besoins, leurs valeurs, etc. etc. Bon, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y a au moins 9 chances sur 10 que vous adoriez Arcane. Sauf si vous êtes vraiment réticent au style de l'animation 2D, 3D, dans ce cas-là, on ne peut plus rien pour vous. Donc voilà, il y a Arcane qui est tout là-bas pour l'année 2021, et ensuite, il y a les autres, clairement. Ensuite, au niveau des séries sympatoches, je ne peux m'empêcher de penser aux séries Marvel. De ce côté, alors clairement, en termes de hiérarchie, je place WandaVision largement au-dessus des autres. En termes d'affect, en termes d'arc narratif, j'ai énormément accroché à l'odyssée de Wanda Maximoff. C'est Trauma, la manière dont elle parvient à les gérer, dont elle essaye de les guérir, c'est assez fou. En termes de prise de risque également, je sais que pas mal de spectatrices et spectateurs n'ont pas forcément adhéré à l'hommage rendu aux séries des années 50, 60, puis aux sitcoms des années 80, 90, des premiers épisodes. Mais moi, justement, j'adore ce genre de prise de risque de la part de Disney. J'adore cette patte d'auteur qui s'assimile à l'univers Marvel. The Eternals est un exemple foudroyant en la matière, du côté cinématographique. Il y aura des personnes qui n'aimeront pas, parce qu'elles s'attendent à des sortes de schémas blockbusters qui sont plus ou moins figés, en termes d'action notamment, en termes de haute voltige. Et il y en a qui, comme moi, veulent les deux univers. Pour rester dans l'univers cinématographique, on a The Eternals qui est très personnel. La réalisatrice Alice Zhao parvient à insuffler sa patte, on est très dans l'humain. Les séquences d'action en soi sont réussies, mais elles sont clairsemées. On passe beaucoup plus de temps sur le relationnel, sur l'atmosphère, et c'est ce que j'adore. De l'autre côté, on va avoir des films comme No Way Home, qui vont être beaucoup plus centrés action, avec évidemment une touche d'humain. C'est là où Disney et Marvel parviennent à s'entendre de manière formidable. Mais voilà, ça reste du blockbuster pur et dur, c'est ce qui fait que Marvel est unanimement plébiscité à travers le monde. Ensuite, The Falcon and the Winter Soldier, que j'ai également beaucoup aimé. J'ai apprécié cette prise de risque en termes de point de vue sociétal sur le racisme institutionnel à l'encontre des Afro-Américains notamment, mais aussi tout ce focus sur l'après-blip. En gros, c'est cette période qui surgit juste après le snap de Thanos, avec 50% de la population mondiale qui disparaît. Le fait que l'on s'arc-boute sur les conséquences financières, sociales, humaines d'un tel phénomène, d'un tel bouleversement, je ne vais pas aller dans les détails, évidemment ça reste spoiler free, on commence à appréhender véritablement la phase 4 du MCU, et évidemment l'alchimie entre Bucky et Sam est extraordinaire. Tout ce que je peux reprocher à cette série, c'est plutôt le final qui est assez terne, assez peu inspiré à mon sens. Apparemment, il y a le Covid qui s'en est mêlé, ce qui pourrait expliquer cette impression de backlash, de rushing. C'est un peu dommage, mais bon, ça n'entache pas la série qui est de très très bonne qualité. Toujours au niveau de mes préférences, en troisième position, j'ai beaucoup aimé Hawkeye. Là encore, l'alchimie entre Clint Barton et Kate Bishop est très réussie, très attachante. Il y a également un aspect de deuil du personnage de Natasha Romanoff qui est très réussi. Ça n'avait pas vraiment été développé dans Endgame, ni dans le film spin-off consacré à Natasha. Là, cette fois-ci, vraiment, on s'y attarde, on développe la souffrance de Clint par rapport à la perte de sa meilleure amie, et j'ai trouvé ça particulièrement poignant, particulièrement touchant. Au niveau action, ça va, c'est globalement réussi, pas de soucis. Cela étant dit, le final, c'est encore pire que celui de Falcon and the Winter Soldier, où, bon, c'est un final certes rushé, mais ça va. Le final de Hawkeye,
c'est pas la folie. Après je vais pas entrer dans les détails, mais il y a un personnage important qui apparaît et qui est traité de manière vraiment catastrophique. C'est très déstabilisant, on a du mal à comprendre où veut en venir Disney, à voir comment vont s'organiser les prochaines séries qui seront plus ou moins les aboutissants de Hawkeye. Je pense notamment à Echo. Il y a quand même pas mal d'imperfections, mais au niveau de l'affect, au niveau du développement de Clint, mais aussi de Kate Bishop qui est amené à prendre son envol par la suite, c'est réussi. En dernière position, c'est un avis très personnel pour le coup, je parle de Loki. C'est peut-être la série au niveau de la trame qui reste constamment de qualité. La prestation de Tom Hiddleston est sublime, son alchimie avec est très bonne. Le problème c'est que je ne me suis pas forcément retrouvé en affect et j'aime bien avoir un souci avec tout ce qui est vibe mythologique, magique du MCU. Avec WandaVision ça n'a posé aucun problème alors qu'il y a clairement des touches de sorcellerie qui s'immiscent ici et là. Ici vu que l'affect n'était pas forcément au rendez-vous, j'ai eu du mal à m'immerger dans l'univers de Loki. J'ai jamais été vraiment addict au show, même si ça reste très plaisant à regarder et objectivement ça ne m'étonnerait pas que les fans de Marvel placent Loki en top numéro 1. Au niveau drama, cette année j'en ai vu qu'un, c'est évidemment Squid Game. Alors j'ai beaucoup apprécié, la trame est très réussie, le concept est innovant, pas forcément une grosse prise de risque en termes de survival game, on en a déjà vu pas mal en la matière. Le précurseur Battle Royale, mais on a eu également Alice in Borderland qui est très réussi. Mais ce qui fait démarquer Squid Game de Alice in Borderland typiquement, c'est l'aspect humain, c'est beaucoup plus psychologique, c'est beaucoup plus torturé en termes de critique de la société également. Son seul gros souci, c'est le fait qu'il était autant hypé. Le problème avec les séries, avec les œuvres qui sont hypées à ce point, parce que ça a été un phénomène mondial, c'est que parfois certaines spectatrices et spectateurs vont s'attendre vraiment à un truc ébouriffant de A à Z et parfois la déception pointe le bout de son nez. Si vous n'avez pas encore vu Squid Game, il faut le voir je pense, mais allez-y sans avoir des attentes démesurées. J'appréhende un peu la saison 2, mais en soi la fin de la saison 1 est une fin ouverte qui laisse présager d'une deuxième saison. Wait and see. Toujours au niveau satisfaction, Sex Education saison 3, comme d'habitude, très réussi. C'est assez incroyable que j'apprenne beaucoup de choses sur ma sexualité, sur les orientations sexuelles des uns et des autres, des unes et des autres, grâce à une série, plutôt que, pas forcément la télé, mais quand j'étais au collège-lycée, il y a plein de choses que j'aurais aimé apprendre et que je n'ai appris au final que très tard grâce à des séries comme Sex Education, Big Mouth notamment, qui est un peu plus trash. Très humain, très drôle, on s'attache beaucoup aux personnages. En termes d'arc narratif, c'est très beau, c'est très touchant, on se reconnaît parfois dans les scarifications des unes et des autres. J'espère simplement qu'ils vont s'arrêter à temps, c'est le problème de ce genre de série qui marche très bien. Pour l'instant ça va, mais c'est vrai qu'à un moment donné il va peut-être falloir conclure et passer à autre chose. Au niveau des bonnes surprises, je ne peux m'empêcher de citer Invincible saison 1, très audacieux en termes de concept, la fin de l'épisode 1 est assez incroyable quand on ne s'y attend pas, quand on n'a pas été spoilé. Il y a quand même beaucoup de défauts en termes de character design notamment, c'est très inspiré des anciens comics, il y a un personnage vraiment il ressemble à Batman pro-américain. L'animation est pas folle même s'ils font un effort au niveau des grosses scènes. Les personnages n'ont pas un charisme débordant mais au niveau du casting principal ça va. C'est surtout l'écriture, c'est surtout l'audace, c'est surtout la fraîcheur du concept, la violence graphique également. Voilà ce qui fait que Invincible a réussi à se démarquer du lot. A voir si la saison 2 va continuer dans cette prise de risque ou si elle va essayer de stabiliser les choses. Enfin, la saison 5 de Vikings, la dernière saison de Vikings. Alors Vikings c'est très particulier, j'aime beaucoup cette série historique. En termes de qualité, si vous voulez, elle est constante du début à la fin. Il va y avoir des phases au ralenti, il y en a même beaucoup, c'est une série qui prend son temps. Il n'y a pas vraiment d'effet d'addiction sauf au niveau des grandes batailles et des gros cliffhangers. En partie parce que ça suit l'histoire et l'histoire n'est pas constamment ponctuée de cliffhangers, mais c'est une série solide. Le casting est très bon, les décors sont magnifiques, que ce soit les décors naturels ou les décors faits à la main, les forteresses, les châteaux, les costumes également sont fous. Je sais pas vraiment pourquoi, mais on l'a souvent comparé à Game of Thrones et contrairement à GOT, les dernières saisons sont réussies, ça ne vous cache pas l'expérience. Si vous êtes un tant soit peu féru d'histoire, si vous aimez un tant soit peu la culture nordique, les Vikings, foncez voir cette série qui est vraiment très bonne. Vite fait au niveau des séries sympatoches qui ne m'ont pas particulièrement marqué mais auprès desquelles j'ai passé un bon moment. Désenchanté saison 3, c'est toujours marrant, le personnage de Bean est très attachant. Le petit problème est que voilà, une fois que j'ai regardé ce genre de série, j'ai tendance à oublier tout ce qui va se passer. Là clairement si vous me dites qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison 3, j'aurais beaucoup de mal à répondre, mais je passe un bon moment. On a besoin de ce genre de série. Dans un tout autre genre, la 4ème saison de The Handmaid's Tale, donc c'est encore une fois très sombre, pas
pas recommandé à tout le monde, mais c'est hyper important d'avoir une sorte de projection sinistre sur ce qui pourrait se passer dans les années à venir eu égard à notre société et les conflits idéologiques qui l'habitent. Aucune démocratie n'est à l'abri d'un renversement de régime, et encore moins la condition des femmes. La première saison de What If, donc là on reste dans le MCU, c'est très sympa, les épisodes sont plus ou moins réussis, il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont oubliables, mais bon, ça se laisse regarder. Le final est vraiment très sympa. Ça donne quelques bases sur le multiverse notamment, qui va être très probablement développé dans la phase 4 du MCU. Narcos saison 6 ou Mexico saison 3, toujours très réussi, une plongée intéressante sur le milieu des narcotrafiquants, c'est assez dark, il y a pas mal de drames, on peut parfois être déstabilisé par la volonté de rendre spectaculaire des faits divers tragiques, mais passé cet aspect-là, je trouve qu'en termes de documentarisation, est-ce que ce mot existe, en termes de travail narratif, c'est très solide. The Witcher saison 2, bon, comme la saison 1, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le trio principal, Gérald de Rive, Yennefer, Sirius. Les effets spéciaux sont très réussis, encore plus que la saison 1. Et le problème, c'est plus au niveau du casting secondaire que je trouve assez inintéressant malheureusement. Il y a un écart entre le casting principal et le casting secondaire qui fait que pas mal de personnages et leur destinée, leurs arcs narratifs, c'est d'autant plus renforcé par le fait que le rythme est très rapide. Il y a des périodes qui auraient pu être beaucoup plus axées renforcement des liens. Tout va tellement vite qu'au final, on voit que tel ou tel personnage s'apprécie beaucoup, mais on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on n'a pas assisté à l'éclosion de tous ces sentiments merveilleux que sont l'amitié, l'amour, l'entraide, le partage, etc. L'autre problème de cette saison 2, c'est qu'on a l'impression d'avoir assisté à la première partie d'une saison et pas une saison totale. Quand on arrive au final, on se dit d'accord, c'est cool, mais la suite, en fait, il y a un épisode après et non, il n'y a pas d'épisode après. Mais bon, en termes d'heroic fantasy, c'est très sympa. Cowboy Bebop saison 1 qui a été annulé faute d'audience malheureusement. Moi j'ai apprécié, j'ai regardé l'anime, bon je vous avoue l'anime c'était il y a très longtemps donc je me souviens plus trop, mais là la série, alors il y a beaucoup de défauts, c'est très nanardesque, notamment très cliché, il y a des répliques qui sonnent un peu dans le vide, on a l'impression qu'il y a un manque d'inspiration, mais en termes de cohésion, en termes d'alchimie, je trouve que le trio principal est réussi, a bien été casté, il y a une touche d'humour qui est là et qui fait plaisir à voir, aussi le mélange jazz au niveau de l'ambiance musicale notamment, space opéra, science-fiction, c'est plutôt réussi, c'est rythmé, ça casse pas trois pattes à un canard mais ça ne méritait absolument pas une annulation, j'aurais beaucoup aimé voir une saison 2, voir à quel point ils pouvaient perfectionner les imperfections. Shame on you, Netflix, shame on you. Planqueur saison 3, donc une des rares séries françaises que j'ai suivies. J'ai aimé. En termes d'affect, je me suis attaché à pas mal de personnages. Cette saison 3 est plus sombre qu'à l'accoutumée, ce qui a eu pour effet de déstabiliser pas mal de spectatrices et spectateurs qui s'attendaient à un ton plus léger, un ton plus joyeux. Moi au contraire, j'ai apprécié le fait que soient abordés des sujets de société pas forcément jojo. Et c'est une bonne chose, comme quoi il y a des séries françaises qui peuvent m'intéresser, je ne pensais pas que ça allait être le cas. Mais là voilà, en termes d'humour, en termes d'intensité émotionnelle, en termes de rythme, j'ai aimé, ça s'arrête au bon moment. C'est quand même cliché par rapport à la vision qu'on a de Paris, mais beaucoup moins que Emily in Paris, que j'apprécie d'ailleurs pour son côté popcorn. Affecte pas tellement, mais le côté popcorn, j'aime bien, j'assume, plus ou moins. Enfin, Big Mouth saison 5. On arrive quand même à pas mal de saisons de Big Mouth, mais le truc c'est que c'est toujours aussi marrant. On apprend moins de choses par rapport à l'aspect éducationnel, orientation sexuelle, pratique sexuelle, etc. Mais en termes de développement des arcs de tel ou tel personnage, c'est plutôt réussi. Et le truc c'est que Big Mouth s'arc-boute sur la traversée de collégiens. Donc en soi, le fait qu'on suive ces adolescents du collège au lycée, éventuellement, ça ne me choquerait pas dans la mesure où c'est des périodes charnières de nos vies où on ne cesse de se découvrir encore et encore, c'est un renouvellement assez constant d'émotions, de souffrances, de joie, etc. Il va quand même falloir s'arrêter à un moment donné, on est quand même à 5 saisons. Pour l'heure, je vous avoue qu'en termes de lassitude, c'est pas le cas. Et c'est à peu près tout au niveau donc du gros coup de cœur Arcane, rappelons-le. Les séries très sympas, les séries sympatoches. Au niveau déception, je ne peux m'empêcher de penser à la 4e saison des nouvelles aventures de Sabrina. En soi, la saison, j'ai bien aimé, la trame était intéressante, l'affect toujours au rendez-vous, une petite touche d'humour, un bel hommage à l'ancienne sitcom de Sabrina. Le gros problème, c'est le final qui incompréhensible. On ne peut s'empêcher de se dire qu'il va y avoir une saison 5 parce que c'est pas possible autrement en fait. C'est un final qui n'en est pas vraiment un et qui va à l'encontre de la vibe de ce remake de Sabrina qui est quand même léger malgré les éléments dark, sorcellerie, sataniste, etc. Faites-nous une saison 5 là parce que c'est pas possible cette fin là, c'est juste pas possible. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça qu'on imagine la vie. Toujours au niveau de déception mais pas tellement non plus, Love, Death and Robots. Le truc c'est que les épisodes en soi se regardent, il y a quelques histoires courtes qui sont très sympas,
mais c'est vrai que comparé à la saison 1, ça manque cruellement d'ambition, ça manque de substance. En fait, la saison 1 avait vraiment une sorte de sens. Il fallait attendre genre 1 an, 2 ans pour avoir une bonne saison 2 avec pas mal d'histoires, des histoires intéressantes et faire en sorte que ça soit l'égal de la saison 1. Et c'est dommage parce qu'au final, cette saison est assez oubliable. Et ce sera tout pour moi. Au niveau des séries à suivre en 2022, on aura probablement Euphoria saison 2. J'avais beaucoup aimé la saison 1, qui s'intéresse aux tribulations adolescentes, mais avec un volet, avec une teneur beaucoup plus dark, beaucoup plus graphique. C'est surprenante, mais j'aime beaucoup. Zendaya est incroyable, hein. C'est pour l'heure le rôle de sa vie, il n'y a pas photo là-dessus. J'attends la saison 2 au tournant, qui a d'ailleurs commencé, mais je suis pas encore au diapason. J'ai également entendu parler de All of Us Are Dead. C'est un drama coréen axé zombie apocalypse, apparemment c'est pas mal du tout. Au niveau Marvel, ça va être du Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel. Au niveau Star Wars, ça va être The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka. The Book of Boba Fett va bientôt se terminer. Il y a de très très bons épisodes, mais ironiquement, ce sont des épisodes qui ne sont pas centrés sur Boba Fett. Ça, c'est quand même très problématique. Il me semble qu'on va également avoir une série sur The Lord of the Rings. On va avoir une série Game of Thrones par rapport aux Targaryens. Donc voilà, pas mal de choses à surveiller au coin d'œil. Je verrai ça avec vous, bien évidemment, en vidéo, mais aussi en article. Je vous rappelle que j'écris sur YZ Génération, un média que j'ai fondé il y a bien longtemps. Soka. C'est à peu près tout, prenez soin de vous, ciao ciao.